Bonjour et bienvenue dans cette 6e et dernière partie de ce top 52 de mes héros et héroïnes préférés de l'univers DC. Et oui, ça a été plus long à faire que ce que je pensais, mais voilà, on touche au but, et voilà, on va aller voir tout simplement ce qui nous attend, en commençant avec la place numéro 9, qui est... Numéro 9, Ambush Bug. Bon, j'ai une habitude de la 9e place un petit peu spéciale, et ce coup-ci ne fera pas exception. Ambush Bug est l'un des personnages les plus excentriques de l'univers DC, et considérant ce que je vous ai déjà montré, c'est beaucoup dire, je trouve. Ambush Bug a été créé en 1982 par Kes Giffen et est le proto-Deadpool. Proto-Deadpool au sens de prototype un peu de Deadpool. Ambush Bug est le personnage qui a brisé le 4e mur d'une telle façon que d'autres personnages vont pouvoir le suivre, que ce soit donc le mercenaire bavard ou encore l'avocat She-Hulk. Quand Ambush Bug a commencé, c'est en tant que vilain, un antagoniste pour Superman. Imaginez un peu comme Bugs Bunny, mais en vilain. Et tout comme Bugs Bunny, Ambush Bug connaît donc toutes les règles narratives de l'univers qui l'entoure et sait les détourner à son avantage. Ainsi, au bout de quelques tentatives de vilainie, il va plutôt tenter d'être un super-héros. Et il va être un très étrange personnage à suivre. Je veux dire, l'humour des titres Ambush Bug vacille entre la parodie absurde et affectueuse et le tout bonnement délirant à la limite du nonsense. Sans rire, si vous trouvez déjà que Deadpool n'a pas de sens, vous êtes pas prêt. Tenez, pour vous donner un exemple, on va prendre l'histoire d'origine du personnage, ça vous montrera un petit peu le bordel que c'est. Notre personnage est Irvin Schwab, c'est un mec lambda, sauf qu'il a des problèmes pour vraiment voir la réalité en face de lui. Mais il est tombé sur un costume, et ce costume c'est celui d'un Kryptonien, Broom-L, qui a décidé de sauver sa garde-robe de la destruction de Krypton. Seuls 2 vêtements survivront, le costume d'Ambush Bug et une chaussette, qui gagne sentience et se fait appeler Argyle. Et la chaussette est ce qui ressemble plus à un ennemi juré, à une némésis pour Ambush Bug. Voilà, on parle de ce genre-là de personnage, une farce qui jouera toujours entre jeux de mots douteux, mais recherchés, et moquerie gentille de l'ensemble du monde des comics. Le pouvoir principal d'Ambush Bug est la téléportation. Grâce à son costume, encore un truc que Deadpool gardera pendant un temps, Ambush Bug sait qu'il est un être fictionnel, il est au courant de tout DC, mais aussi des concurrents, comme Marvel. Et par exemple, dans la série Ambush Bug Year None, pour annuler un mariage, il va aller voir le démon Néron, en pied de nez à l'annulation du mariage de Peter Parker par Mephisto. Il exaspère grandement les personnages sérieux, comme notamment Superman, mais aussi le propre logo de DC, Johnny DC, qui a pris vie pour devenir le flic de la continuité et l'empêcher de faire trop de siennes dans l'univers aux 2 lettres, comme par exemple de parodier le corps des Green Lantern en faisant le corps du butane d'ambre. Le personnage est assez peu utilisé, c'est vraiment un personnage de niche, contrairement à Deadpool et d'autres suiveurs. Mais il a quand même connu plusieurs mini-séries à son nom et a aussi pas mal de numéros spéciaux. Kes Giffen l'a beaucoup utilisé, parce que ce monsieur était vraiment fidèle à ses personnages, mais d'autres auteurs n'hésitent pas à l'utiliser aussi, principalement en caméo. D'ailleurs, il a parfois des caméos cachés. Si dans une histoire vous croyez juste voir une paire d'antennes qui dépasse, c'est peut-être un caméo caché d'Ambush Bug, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ambush Bug a un sidekick, une simple poupée de chiffon qu'il a trouvée dans une poubelle, qu'il pense vivant et qu'il a appelé Chicks, le garçon merveille. Oui, the Boy Wonder en VO, comme Robin. Et il se balade toujours avec sa poupée dans certains titres. Il a fait partie de certains groupes, comme la Justice League of Anarchy, la Doom Patrol et la Suicide Squad. Il a eu aussi un rôle de commentateur dans les débuts des New 52, servant à teaser ce qui se passe dans l'univers DC, comme dans chaque numéro, sur la chaîne 52, bien sûr. Comme son rapport à la continuité est de toute façon très éloigné, il est jamais vraiment touché par tous les changements éditoriaux, il se balade toujours un peu partout. Il apparaît même de plus en plus dans les titres humoristiques de DC après une période de creux. Ces 10 dernières années, on va dire. Ambush Bug est un personnage à l'humour très particulier, mais qui marche beaucoup sur moi. J'adore ses apparitions, ses running gags avec Darkseid qui apparaît à chaque fin de numéro, dans des positions improbables, comme serveur à McDo ou encore dans un karaoké. J'adore ce qu'il a défriché comme terrain pour les autres personnages du même genre. Bref, j'adore Ambush Bug, et il prépare sa prochaine malice à la 9e place de Stop. Numéro 8, Vrildox Brainiac 2. Eh bien, on va partir du côté cosmique. Parlons de Vrildox, aussi nommé Brainiac 2.
Et oui, que voulez-vous, il y a d'un côté Brainiac, le vilain de Superman, et de l'autre côté, dans le futur, un certain Brainiac 5, qui est un super-héros de la Légion au 31e siècle. Donc forcément, on se demande comment on est arrivé de l'un à l'autre. La réponse à ces questions furent Vrildox alias Brainiac 2. Au début, la réponse fut faite à l'âge d'argent avec un jeune Coluin, donc un habitant de la planète Colu, comme Brainiac, qui fut adopté par les tyrans informatiques de la planète, soit le pouvoir en place sur la planète Colu. Il fut déclaré l'héritier de Brainiac, Brainiac 2. Mais il se révolta contre le système et, avec l'aide de Superman, monta une rébellion contre le pouvoir autoritaire de sa planète. Nous étions en 1964, et à part là, et dans une petite mention dans un titre de la Légion, en fait, on avait la réponse de pourquoi Brainiac 5, mais Brainiac 2, on s'en foutait un peu. C'est en 1988 que les choses commencent à être intéressantes. Suite à des changements éditoriaux, la Légion des super-héros ne peut plus avoir été inspirée par Superman jeune. Donc on crée une autre inspiration dans le passé, et le meilleur lien qui reste, c'est Brainiac. Alors on ressort Brainiac 2, on le fait s'évader d'une prison galactique et monter une police de l'espace nommée la LEGION, la Légion. J'ai fait toute une vidéo sur la série si ça vous intéresse. En tout cas, le personnage se révèle bougrement plus intéressant que le tout gentil tout mignon Brainiac 2 dans le temps. Ici, il est en fait le clone direct du premier Brainiac, reprenant donc son nom, Vrildox, mais avec un 2 derrière. Sauf que rébellion contre le papounet, forcément. C'est ainsi qu'il se retrouve en prison, fonde son petit groupe qui va lui permettre de s'évader, et détruit par la force et le meurtre une planète tournante de la drogue. Ah, et il en profite pour transformer la planète en une force de police intergalactique, mais qui se fait payer parce que faut pas déconner non plus. Et là, vous dites que c'est typiquement le genre de personnage que je devrais détester. Oh, dans la vraie vie, oui, assurément. Mais dans la fiction, j'adore. Vrildox souffre principalement d'un énorme manque de confiance en les autres. Et c'est pour cela qu'il ne cesse de les manipuler. Et vu son éducation, ça se comprend un peu. C'est un type tellement intelligent que bien qu'il n'a la confiance de personne, il parvient à chaque fois à émerger comme le leader naturel des situations. C'est passionnant à suivre comme personnage. La seule fois où il a perdu, c'est contre son fils, alias Brainiac 3, qui va prendre le contrôle de sa force de police galactique, la LEGION, et va chercher à prendre le contrôle direct de la galaxie, plutôt que via l'échiquier semi-légal qu'avait monté Vril. Vril va réussir à récupérer le contrôle, via des moyens pas ouf du tout, du genre demander au démon Néron comment récupérer le contrôle de la LEGION, et va réussir au prix de l'âme de son prochain enfant à naître. Est-ce vraiment un héros ? Oui, mais principalement parce que rester du bon côté de la loi lui permet de mieux manipuler les autres personnages, qui sont eux plutôt héroïques as fuck. On le voit souvent dans des titres cosmiques comme la guerre Rann-Tanagar et fait partie de la tapisserie qui fait la force de l'univers DC. Il est assez en froid avec les Green Lantern, cette force de police concurrente, et en plus gratuite. Non mais ce qu'il faut pas entendre. Dans son manque de confiance compulsif, Vrildox va tenter de mécaniser complètement ses forces, mais un certain Starro, conquérant de l'univers, va en profiter pour prendre le contrôle, et le personnage se retrouvera donc en première ligne contre Starro, version barbare. Il va ainsi sauver l'univers d'une immense menace, et va sauver la planète Rann en la téléportant à l'endroit de l'ancienne planète Tanagar, restabilisant le système planétaire Vega dans l'occasion. Encore une fois, rien n'est gratuit, c'est pour mieux pouvoir reconstruire sa force de police, la LEGION, depuis Rann. Il va même porter un semblant de paix dans le système Vega, ce qui est un exploit, parce que c'est vraiment l'antre de la corruption, cet endroit. On le voit toujours apparaître de temps en temps, que ce soit dans No More Justice en 2016, ou encore House of Brainiac en 2024, et j'adore ce personnage qui est toujours compliqué à suivre, et surtout à deviner ce qu'il va faire par la suite. Et d'ailleurs, il réfléchit à la suite de ses plans, à la 8ème place de Stop. Numéro 7, Green Arrow. Green Arrow, l'archer vert, est un archer. Ah oui, je sais, mais moi, un archer, en fait, déjà, ça lui file plein de points dans mes goûts, parce que moi, j'aime bien l'arc, j'aime bien les archers, voilà. Si, en plus, il a une vibe Robin des Bois, ding ding ding, on a touché le jackpot. Et pourtant, le personnage est loin d'avoir toujours été comme ça. Créé en 1941, il ressemble plutôt à un clone de Batman, mais avec un arc et un costume vert.
Il a une Arrow Cave, une Arrow Mobile, un sidekick qui s'appelle Speedy, même son identité d'Oliver Queen est un ersatz d'un certain Bruce Wayne, en étant un fortuné homme d'affaires pour cacher son identité de vigilante. Je veux dire, il a même une flèche signale dans le ciel. Respecte-toi un petit peu, Oliver, bon sang. Créé par Mort Weisinger et George Papp, il a commencé en tant que héros d'histoire backup, mais très vite gagnera les couvertures du magazine More Fun Comics et virera les héros habituels Dr. Fate et le Spectre. A l'époque, le menton du personnage n'a encore aucune pilosité, et il réussira à rester publié pendant la fin de l'âge d'or, aidé par le créateur Mort Weisinger, qui donne un refuge à sa création en histoire backup dans les histoires de Superboy. Green Arrow va être le premier personnage non fondateur de la Justice League à rejoindre la Justice League et va être régulièrement un membre important de la Ligue, ce qui va encore plus le faire connaître. C'est en 1969 que le personnage va connaître des changements forts. Déjà, il obtient sa fameuse barbichette dans une histoire de Brave and the Bold, traitant de politique et d'assassinat, puis il perd sa fortune et gagne une conscience politique forte, en tout cas pour les États-Unis. Et il commence aussi son amourette avec une collègue super-héroïque, Black Canary. Il va même se faire un road trip avec le Green Lantern Hal Jordan et Black Canary dans une suite de commentaires sociaux et politiques. On y découvrira que le jeune Speedy des Teen Titans se fait des piqûres d'héroïne, on y parle surpopulation et malthusianisme, bref, c'est vachement bien. La fin de ce run nous parlera de la culpabilité de Green Arrow après avoir tué un homme. Green Arrow continuera d'apparaître dans des histoires ici et là, souvent encore des backups, où il devient d'abord rédacteur d'un journal, puis tente de devenir maire de Star City en 1979. Mais cela échoue. Ce n'est qu'en 1983 que Green Arrow va enfin avoir un comic book à son nom à lui, dans une mini-série qui crée sa rivalité forte avec le vilain Comte Vertigo. Et c'est en 1987 que le personnage sera remodelé pour plaire à une cible plus adulte. Il n'est plus à Star City, mais dans le vrai monde, à Seattle, abandonne le masque et commence plus facilement à utiliser la solution létale avec ses ennemis. Black Canary le larguera vers la fin du run de 80 numéros de Mike Grell, qui reste une super lecture sur le personnage. Avec le départ du scénariste, Green Arrow va revenir du côté super-héroïque de la Force, avec la sortie de son titre de la gamme Vertigo, des apparitions majeures dans des événements comme Zero Hour, où il va devoir tuer Hal Jordan, l'apparition de son fils, Connor Hawke, et finalement la mort d'Oliver d'une bombe dans un avion, refusant l'aide de Superman pour pouvoir garder son bras, parce que sans son bras, il peut plus tirer. Du coup, c'est son fils, Connor Hawke, qui reprend le rôle de Green Arrow, et c'est une bonne série qui malheureusement ne durera qu'une trentaine de numéros, et ses apparitions dans la Ligue de Justice. C'est en 2000 que Oliver Queen sera ressuscité par les pouvoirs du Spectre, d'un Hal Jordan qui n'est pas rancunier, dis donc. Seulement cette résurrection s'est faite sans son âme, et il faudra résoudre cela pour empêcher que les démons ne prennent cette enveloppe corporelle vide. Dans l'histoire, c'est traité comme le personnage qui veut laisser une chance à une meilleure version de lui-même, celle des années 70 plutôt que la version plus dark des années Vertigo. C'est aussi un commentaire méta, en plus d'une excellente histoire que j'adore. Brad Meltzer reprend l'histoire et nous propose un excellent road trip familial entre Oliver et Roy Harper, l'ancien Speedy qui a décidément bien grandi. Puis Judd Winnick reprend la série et on peut dire qu'on mange bien de 2000 à 2008, une période qui s'arrête avec le mariage de Green Arrow avec Black Canary. C'est là que certaines histoires feront beaucoup de mal aux personnages de Cry for Justice à Rise and Fall, qui vont faire du mal à Green Arrow, mais aussi à l'image de l'éditeur DC. Et on ne m'ôtera pas de l'idée que le besoin de créer les New 52 dans une aussi grande urgence vient en partie de ces titres-là et de la perte de lecteurs que la qualité même des titres ont créé. Les New 52 justement vont effacer tout ça parce que c'était devenu un beau bordel. Rien de bien probant ne sortira jusqu'à l'arrivée de Jeff Lemire, qui va réinstaurer des éléments anciens comme Shadow et le Comte Vertigo, et c'est ainsi que petit à petit le titre Green Arrow va retrouver pratiquement toute sa continuité, de la série de Benjamin Percy, plus horrifique au retour de la relation avec Black Canary, et l'ensemble de la Arrow Family en 2024, dans le titre de Joshua Williamson. Et moi, vous savez, je suis simple à contenter, Un type en vert avec un arc, une barbichette et ses amis qui essayent de suivre sa conscience sociale et de préparer son chili spécial, c'est tout ce qu'il me faut pour la 7ème place de Stop. Numéro 6, Etrigan. Etrigan le démon est un de mes chouchous qui de suite m'égaye une histoire.
Dès qu'il apparaît, paf, c'est automatique, je suis plus investi. Bon, ça rend pas automatiquement l'histoire bonne, mais il y a clairement du mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un démon ultra classe, et qu'on risque même d'avoir des dialogues avec des rimes, et ça c'est un gimmick vocal, et vous savez que j'adore cela. Etrigan fut inventé en 1972 dans le premier numéro d'un magazine à son nom, The Demon, numéro 1. Je précise parce que c'est rare de voir des personnages créés avec des séries à leur nom, comme Superman ne s'appelle pas Action Comics, ni Spider-Man Amazing Fantasy. Il se trouve que sa création est due à une demande de l'éditeur Carmine Infantino à Jack Kirby, qui voulait que le king des comics écrive une histoire de monstre. Il dut convaincre Kirby à lâcher sa saga des néo-dieux, qui vend des bœufs mais importait beaucoup à Kirby, mais le résultat est le king sur des histoires à vibe horrifiques, et forcément, yam. Parce que dès le début, le potentiel est supra confirmé. Une histoire d'un humain mélangé à l'âme d'un démon qui le rend immortel, un certain Jason Blood, ancien chevalier du roi Arthur qui passe les époques sans savoir qu'il cache en lui le démon Etrigan, que Merlin avait invoqué pour éviter la chute de Camelot, mais qui a échoué. Devenu démonologiste à Gotham City, Jason Blood retombe sur la formule magique qui libère le démon Etrigan à l'intérieur de lui, et cela pile au moment où la diabolique Morgane Le Fay est de retour pour récupérer les dernières bribes du savoir de Merlin gardées par Etrigan le démon. Et pourquoi Etrigan, un démon, garderait des trucs de Merlin ? Bah parce que Merlin est le demi-frère d'Etrigan, tous deux fils du démon Bélial. C'est le début d'une courte série magnifiquement dessinée par Kirby, avec notamment des doubles pages magnifiques. Kirby était assez mécontent du succès du personnage, parce qu'il voulait plutôt continuer la saga du 4e monde, mais il fera les 16 numéros de la première série dans leur entièreté, avant de laisser le personnage apparaître un peu partout. Et c'est dans cet intervalle que le personnage d'Etrigan a apparemment reçu une promotion infernale, puisqu'il est devenu un démon rimeur, un être démoniaque qui tire sa force des rimes exprimées. Et là je voulais faire une rime, mais j'ai pas l'inspiration. Dommage. Le personnage est un habitué des caméos un peu partout, allant de la résurrection de Green Arrow à conduire Morphée, le Sandman, aux enfers. Notre démon jaunâtre n'a pas de limite dans ce qu'on lui demande de faire, et c'est toujours un plaisir de le voir apparaître. Mais ce n'est pas qu'un personnage qui fait vivre l'univers DC, c'est également un personnage qui a connu de nombreuses séries dont il est le centre. Pendant la courte série de 4 numéros en 1987, Jason Blood et Etrigan seront séparés, les deux commençant de ce fait à recommencer à vieillir, et seront réunis l'année d'après dans Cosmic Odyssey, où la relation entre les deux deviendra encore plus tumultueuse. Il faut dire qu'Etrigan a pris goût à la liberté et a récupéré le leadership des enfers, la couronne d'épines, mais sera empêché de régner par Jason Blood, qui rappelle Etrigan dans son propre corps. Puis la série part dans une direction plus rigolote, à faire des crossovers avec Batman et Lobo, et où Etrigan va participer à l'élection électorale des États-Unis. Puis Garcenis reprend le titre, et va le transformer encore plus un trip impertinent, où les rimes sont salaces, et le côté sale prend place. Il perdra temporairement ses rimes, notamment sous John Byrne, mais il garde majoritairement ce gimmick au long de sa carrière de papier. Il va essayer plusieurs fois de prendre le contrôle des enfers, en s'emparant du trident de Lucifer par exemple, mais il est stoppé par les héros à chaque fois, comme par exemple l'équipe du Shadow Pact. Les New 52 vont plutôt bien marcher sur Etrigan, explorant une époque plutôt délaissée jusqu'ici, à savoir les instants de la chute de Camelot dans le titre Demon Knights, avec une ambiance heroic fantasy ma foi bien maîtrisée, et des personnages magiques très bien campés. Et depuis, le personnage a eu le droit à quelques mini-séries, ma foi pas désagréables, et il est clair qu'à la place si, le démon Etrigan si. J'ai réussi ma rime. Numéro 5. Guy Gardner. Guy Gardner est mon Green Lantern préféré. Oui, dans la fiction, j'aime bien les grandes gueules et les types imprévisibles. Sauf qu'il a pas toujours été comme ça, mon petit Guy. À la toute base, Guy, c'est un gars tout simple, tout gentil, dont Hal Jordan apprend l'existence grâce à un super ordinateur d'OA, qui lui dit que si jamais Hal Jordan n'avait pas été si près d'Abin Sur quand la capsule s'est écrasée sur Terre, eh bien c'est Guy Gardner qui aurait été choisi à sa place. La simulation nous montre même que Guy serait mort au combat. C'était en 1968 et on cherchait déjà des remplaçants à Hal Jordan. Le bougre date du début des années 60, c'est vous dire. Et comme on apprend à Hal Jordan que Guy Gardner est son remplaçant, si jamais, eh bien, à un moment il ne peut pas être là, eh bien il cherche à vouloir le connaître et fait connaissance en civil dans un bar.
C'était le numéro 59 de Green Lantern, une sorte de what if assez sympathique pour celui qui était alors un professeur de sport. Mais Guy Gardner ne sera pas utilisé parce que sa deuxième apparition ne sera seulement qu'en 1971, et c'était pour expliquer pourquoi on avait besoin de John Stewart en troisième Green Lantern. Et pourquoi c'est pas le deuxième qui a pris le truc? C'est parce que Guy sauve héroïquement une fillette pendant une sortie scolaire, mais il finit gravement blessé à l'hôpital. Et la malchance poursuit Guy, qui finit ensuite emprisonné dans une sorte de dimension fantôme, où il voit Hal commencer à sortir avec son ancienne petite amie, Carrie Limbo. Et bref, Guy va pas être très content, surtout que Hal l'a rencontré en venant lui annoncer sa mort. Bref, toujours classe Hal. Ce passage dans la zone fantôme va grandement affecter l'état mental de Guy Gardner et le transformer en quelqu'un de grossier, d'arrogant et totalement tête brûlée, et rétif à toute forme d'autorité, et prêt à toutes les bêtises possibles. Mais Crisis on Infinite Earths va lui donner l'occasion de briller. Il va gagner un anneau de pouvoir à lui, et il va aller combattre l'Anti-Monitor et le gardien renégat Appa Ali Apsa, et va être intégré de plein droit dans le corps des Green Lantern plutôt que d'être un remplaçant. Et on va commencer à un peu plus travailler son personnage. Fils d'un père abusif qui le battait, mais dont Guy souhaitait désespérément l'approbation, toujours dans l'ombre de son frère Mace face aux yeux de son père, Guy a donc plutôt mal tourné, et ce n'est que vers ses 18 ans que son frère, devenu policier, l'a pris entre quatre yeux et lui a donné les moyens de suivre une éducation et de devenir professeur de sport. Et la suite, on la connaît du coup. Guy est donc revenu à ses premiers instincts, un macho-man devenu une parodie des héros réganiens, toujours prompt à foncer et à utiliser la solution la plus simple, taper, voire tuer. Après, tuer, Guy c'est plutôt une grande gueule, il se borne généralement qu'à taper. Il fait partie de la Justice League internationale, commence son histoire d'amour avec Ice, et perd son anneau de Green Lantern après s'être affronté avec Hal Jordan. Mais Guy n'est pas du genre à abandonner, et puisque Sinestro est emprisonné à l'intérieur de la batterie centrale, eh bien Guy Gardner va lui prendre son anneau jaune. Il continue ainsi à apparaître dans la Justice League et dans sa propre série, Guy Gardner. Seulement Sinestro récupère son anneau et donc... Guy commence à porter des flingues et se fait désormais appeler Warrior. C'est beau comme un poème de John Rambo, tiens. Ah, et figurez-vous que, tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Eh bien, le bon Guy, il a de l'ADN alien, de l'ADN de Vuldarien, révélé par le fait de boire au calice des guerriers. Et bref, il a des tatouages et des super pouvoirs maintenant. Il ouvre également un bar, nommé le Warriors, histoire de gagner un peu de quoi vivre. Bon, Guy perdit peu à peu ses pouvoirs de Vuldarien, parce que finalement on était un peu tous d'accord que c'était une mauvaise idée à la base, et le retour d'Hal Jordan amène également le retour de Guy Gardner aux affaires de Green Lantern. Et quel retour! Un peu plus obéissant, mais faut pas pousser non plus, le bon Guy reste arrogant, une tête brûlée qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais il continue à être très ami avec John Stewart, devient pote avec Kyle Rayner, et fait même un peu la paix avec Hal Jordan et devient ma version préférée du personnage. Et vous savez quoi? Il est comme ça depuis le début des années 2000, et je m'amuse comme un petit fou avec lui à chaque fois. Il est tout le temps pris dans des imbroglios pas croyables, à combattre la guilde de l'araignée, à se fight tout nu, ou encore pendant ses vacances. C'est à chaque fois un petit plaisir de suivre le personnage, le voir devenir de plus en plus loyal, tout en gardant ses autres caractéristiques, et surtout d'être un personnage dont je sais exactement ce qu'il va faire, et qui, en même temps, arrive à toujours me surprendre, tout en restant extrêmement vrai par rapport à lui-même. Bref, j'adore Guy Gardner et sa vibe d'ancien bully reconverti, et il siège à la 5ème place de Stop. Numéro 4. Black Canary. Black Canary, ou le Canari Noir, une fois traduit. Une des premières héroïnes de l'univers DC, créée tout d'abord en 1947, pour figurer dans les histoires du personnage en perte de vitesse de Johnny Thunder, un personnage un peu bêta, mais qui possède un génie à super pouvoir. Un génie du genre, lampe magique, sauf que lui c'est dans un stylo. Voilà, il y a une raison pour laquelle le personnage n'a pas très bien marché. Black Canary, elle, c'est une héroïne ambiguë qui infiltre les organisations criminelles pour mieux les détruire de l'intérieur. Autant vous dire qu'il est normal que ce Canary ait pris la place de Johnny Thunder assez vite. Elle devient donc une enquêtrice cachée sous son identité civile de Dina Drake, une fleuriste qui sait aussi faire du kung-fu
ça aide. Elle fera souvent ses aventures avec le détective Larry Lance, qui deviendra plus tard son époux. Elle rencontrera aussi assez vite la Justice Society, dès début 1948, et les rejoint définitivement mi-48, c'est vous dire si ça va vite. Et que ce soit contre Carnot et ses hommes masqués, ou l'ordre sacré du cristal écarlate, Black Canary défonce la baraque. Femme forte, déjà à son époque, marquée par son blouson de cuir et sa perruque pour garder son identité secrète, elle est généralement l'élément fort face à des hommes parfois plus faibles qu'elle, que ce soit Johnny Thunder ou son mari lui-même. Et comme beaucoup de héros, elle sera oubliée dans les années 50 pour être réinstaurée sur la Terre 2, celle des héros de l'âge d'or dans les années 60, sans avoir eu de réinvention. Elle connaîtra quelques aventures assez mineures sur cette Terre 2, mais sera choisie comme remplaçante pour Wonder Woman dans la Justice League, donc sur Terre 1. Problème, comment justifier le changement de Terre? C'est qu'on est au début de ce genre de micmac, et à l'époque on réfléchit dur à savoir comment faire. Eh bien tout simplement, on va tuer son mari, Larry Lance, en 1969, dans le team-up annuel entre la Justice League et la Justice Society. Parfois, quand on perd un proche, on change de maison. Black Canary, elle change de dimension. Badass. C'est pendant ce changement de dimension que Black Canary va gagner son pouvoir phare, le cri sonique, qui à partir de là va devenir une certaine constante du personnage. Elle va aussi développer un triangle amoureux entre elle, Batman et Green Arrow. Mais c'est la relation avec Green Arrow qui va l'emporter, et là où le personnage va continuer à apparaître le plus en dehors de ses aventures avec la Ligue de Justice. Elle garde aussi des aventures solo backup, d'abord dans World Finest, Green Arrow, Detective Comics, et puis bon, quelques petites backups ici et là, hein. Ça mange pas de pain. Black Canary ne retournera jamais sur Terre 2, et deviendra de plus en plus accepté comme personnage de Terre 1 et de la Ligue de Justice, d'où un éloignement avec la Justice Society ces derniers temps, malgré quelques rappels comme le fait d'avoir eu le boxeur Wildcat comme entraîneur, par exemple. C'est à partir de 1983 que ça commence à devenir compliqué, avec une explication d'une fille de Dina et Larry Lance qui serait le corps de la Black Canary qui a finalement fait le saut sur Terre 1, d'où les pouvoirs différents, mais avec l'esprit de la mère dans le corps de la fille. Bref, pas convaincu, la crise des Terres Infinies va simplifier encore le principe, en gardant les deux héroïnes sur la même Terre et oublier le transfert de souvenirs, bien compliqué à assumer ne serait-ce qu'éthiquement. Cette nouvelle Canary, Dina Drake Lance, aura le droit à un nouveau costume, mais finalement reprendra bien vite le costume iconique, allant même jusqu'à brûler ce nouveau costume sur une couverture. Et c'est ainsi que Black Canary est devenu un personnage à héritage, créant une dynastie de mère en fille. Et ça, mine de rien, c'est pas courant. Elle est toujours fleuriste et toujours membre de la Justice League, mais s'arrête quand sa mère meurt des suites de radiation et s'installe à Seattle avec Green Arrow pendant la période Vertigo du personnage. Mais quand revient le temps des super-héros, elle continue d'être montrée comme un personnage très importante de la Justice League, parfois même fondatrice, et devient aussi membre des Birds of Prey avec Barbara Gordon. Bref, Canary continue toujours d'être à l'aise dans les équipes, et moi j'aime bien ça, les titres d'équipe. Et d'ailleurs, les New 52 font sortir, à mon déplaisir, un côté loup solitaire au personnage, qui a gagné son pouvoir suite à des expériences gouvernementales, et qui est une roqueuse de talent. Mais le personnage a retrouvé son essence actuellement, et a renoué avec Green Arrow et l'équipe des Birds of Prey avec brio. Reconnue comme une des artistes martiales hors pair, les deux Black Canary sont des personnages que j'adore, et elle botte des culs à la 4e place de Stop. Numéro 3, le Spectre. Le Spectre est un des plus anciens personnages de DC, puisqu'il a été créé en 1940 dans le numéro 52 de More Fun Comics. Et pourtant, le Spectre n'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de fun. À la base, Jim Corrigan est un flic hard-boiled, qui s'est fait choper par un groupe de malfrats et envoyé nourrir les poissons à l'intérieur d'un tonneau rempli de ciment. Donc oui, Jim Corrigan, il est mort. Mais une voix lui refuse l'après-vie et le renvoie sur Terre pour l'attirer de, je cite, « tant que les vestiges du crime sur Terre existeront ». Vous imaginez le truc? Tant qu'il y a du crime, et on parle bien de n'importe quoi, du plus banal au plus horrible. Je veux dire, on parle littéralement de missions sans fin, pour le coup. Surtout que le corps de Corrigan n'est pas d'abord ressuscité. Cela arrivera l'année d'après, au numéro 75, quand le titre commence à prendre une tournure plus humoristique, avec le Spectre qui joue les anges gardiens pour un policier amateur, Percival,
avant de se faire virer de sa propre série dû au manque de popularité des super-héros. Mais entre les numéros 52 et 75, on a des histoires bien denses en imagerie horrifique, comme faire disparaître la peau d'un criminel simplement en le touchant. C'est pas mal. Devenu un simple détective sorti de la police et rompant son amour avec Clarisse, il devient le Spectre, un héros vengeur qui deviendra un des membres fondateurs de la Justice Society of America. Mais le Spectre disparaîtra des histoires vers 1945 et ne revint qu'en 1966 avec la renaissance des anciens héros. Dans cette version, c'est le côté surnaturel et horrifique qui sera gardé, mais multiplié au max, puisque le Spectre est désormais un esprit divin, proche de l'omnipotence, qui est le bras vengeur de ce que l'univers DC a le plus proche de l'idée de Dieu moderne, appelé la présence. Cet esprit, le Spectre, doit se lier avec un mortel afin de garder forme, et c'est bien avec Jim Corrigan que cela continue, parfois au désespoir de son porteur attitré. Et oui, c'est pas juste un gars en slip de bain avec une cape, c'est un être omnipotent, omnubilé par les questions de crime et de châtiment. Autant vous dire que les histoires les plus intéressantes avec le personnage tourneront autour de ces thèmes de « doit-on être cruel dans le châtiment ?», dans « qu'est-ce qu'un crime ?», de « la hauteur du châtiment », et c'est là que la présence d'un mortel est incroyable, car cet être omnipotent est influencé par le mortel qui l'habite. C'est même là tout l'intérêt. Certaines séries sont assez graphiques dans leur châtiment, tout en étant parfois assez philosophiques dans leur traitement, comme la série de John Ostrander, que je considère comme un classique des comics, étoffant tous les personnages et créant des situations très complexes moralement et questionnantes pour le lecteur. Pour ceux qui ne jurent que par les rapports de puissance, eh bien le Spectre c'est l'un des êtres les plus puissants. C'est littéralement lui qu'on sort pour occuper le grand vilain pendant que les héros mettent en place le plan dans les premières grandes crises, que ce soit Crisis on Infinite Earths ou encore Zero Hour, pour combattre l'Anti-Monitor ou encore Parallax. Tiens d'ailleurs, en parlant de Parallax, celui qui était ce vilain, Hal Jordan, deviendra le nouveau Spectre, cherchant ainsi sa rédemption dans ce rôle après avoir été un vilain, et poussera grandement le Spectre à donner des secondes chances à ses victimes plutôt que du pur châtiment, comme avec Corrigan, flic hard-boiled. Encore une fois, la personnalité du porteur influe la personnalité du Spectre. C'est vraiment cool. Le personnage cherche ainsi sa rédemption à travers celle des autres, et cela va marcher car il aura le droit de redevenir un Green Lantern après presque 6 ans dans ce rôle de Spectre. Seulement, le Spectre n'a plus d'autres humains à ce moment-là, et sera contrôlé temporairement dans Infinite Crisis en 2005 par le vilain Eclipso, qui cherche via l'esprit de la vengeance à anéantir toute la magie, tuant de nombreux mages comme Nabu, qui contrôle le casque du Dr Fate, ou encore Shazam, le vieux sorcier Shazam, pas Billy Batson. C'est décidément pas pratique, ces persos qui ont le même nom. La présence interviendra heureusement, lançant un nouvel âge de la magie et forçant le Spectre à s'incarner dans le corps d'un policier de Gotham fraîchement tué, Crispus Allen, de Gotham Central. Il n'aura malheureusement pas le temps de marquer grandement les esprits, malgré une série solo de qualité, parce que les New 52 vont ressusciter Jim Corrigan et en refaire le dépositaire du Spectre encore une fois. Et c'est toujours le cas actuellement, et j'adore quand le Spectre apparaît dans une histoire. En général, ça augmente de suite les enjeux parce que le Spectre est un formidable outil narratif. Personnage surnaturel, cosmique et en même temps urbain quand il le faut. Mais c'est tout ce que je veux en fait. Ennemi des plus grandes menaces de l'univers DC, il juge le monde au cas par cas à la 3e place de Stop. Numéro 2, Booster Gold. Booster Gold, c'est un nom qui claque. Ça ravit le palais, c'est fun à dire. Bref, déjà en entendant le nom, je vous l'avoue, j'étais conquis. Et après, j'ai connu le principe. Michael John Carter est un homme du futur qui vit à Gotham au 25e siècle. Plutôt centré sur sa petite personne, il se fait une petite réputation en tant que joueur de football américain qui, oui, existe toujours au 25e siècle apparemment. Mais dû à sa personnalité plutôt douteuse et poussé par un père qui est plutôt dans la même veine, eh bien le personnage va parier sur ses propres matchs. Et ça, c'est un grand non, c'est interdit. Et donc il sera exclu du sport et plutôt sujet de raillerie dans la vie. Bref, c'est la dégringolade sociale. Il finit gardien de musée et va apprendre l'époque super-héroïque de la Terre du XXe siècle. À force d'y penser, il va créer son plan. Il vole des artefacts appartenant à d'autres héros qui sont entreposés dans le musée, s'empare de la sphère temporale de Rip Hunter dans le musée, et direction le XXe siècle où on va tenter de prendre une deuxième chance dans la vie en tant que super-héros. Mais comme il n'y connaît rien à cette époque,
Michael va prendre un petit robot guide du musée nommé Skits, qui va devenir son aide, un peu contre son gré à ce petit robot. Il décide de prendre le nom de super-héros de Gold Star, mais s'embrouille en disant son nom après avoir sauvé le président comme première action d'éclat, et celui-ci du coup l'appelle Booster Gold. Et du coup, paf, le nom lui restera. Par la suite, il affrontera le gang criminel des 1000, sa sœur viendra du futur et deviendra, elle, l'héroïne nommée Gold Star. Il aura une relation compliquée avec Superman, qu'il perçoit d'abord comme un arriviste, et enfin, il est obligé de retourner dans le futur pour y trouver le remède à une maladie qu'il a contractée en changeant d'époque. Sa sœur va malheureusement mourir au combat, il nomme sa fondation en son nom, Gold Star, et commence à devenir une petite célébrité. Une célébrité qui va l'amener à faire partie de la Justice League internationale, où il va devenir très ami avec Ted Kord, alias Blue Beetle. Et comme la série Justice League International est écrite comme une sitcom et que les deux ont du mal à rester sérieux dès qu'ils sont ensemble, eh ben ils vont ensemble faire les 400 coups, comme vouloir créer un casino sur une île vivante, par exemple. Mais il ne faut pas croire que Booster est sans moralité, tout simplement juste parce qu'il recherche l'argent et la célébrité. Par exemple, quand il crée le conglomérat, avec d'autres anciens membres de la Justice League, il se bat contre ses sponsors qui cherchent à en faire leurs exécuteurs de basse besogne. Le combat contre Doomsday détruira son armure et Blue Beetle essaiera de la reconstruire, mais comme c'est les 90s, on en fait une giga armure trop extrême et tout. Et après cette période, on lui reconstruit son ancien costume, mais le personnage tombera un peu dans l'oubli. C'est la disparition de son ami Blue Beetle dans Infinite Crisis qui va le pousser à remettre le pied à l'étrier, et il va prendre très cher. Certains de ses amis comme Rocket Red sont morts, et d'autres de ses amis comme Maxwell Lord sont responsables de la mort de ses autres amis. Bon, peut-être Kord. Bref, c'est pas la joie, mais Booster revient quand même pour aider le nouveau Blue Beetle, Remy Reyes, envers qui il se sent un peu comme un mentor. La maxi-série 52 le verra devenir autre chose, un défenseur du temps et de la continuité de l'univers DC, avec l'aide du voyageur temporel Rip Hunter, à qui il avait volé la sphère temporelle en premier lieu. Il aura le droit donc à sa deuxième série où il rencontrera Jonah Hex, Sinestro et plein d'autres personnages de l'univers DC et se rendra compte que certains événements ne peuvent pas être changés, comme la mort de Blue Beetle ou encore la paralysie de Barbara Gordon. Une excellente série où Booster cesse définitivement de vouloir la gloire et devient un héros dont tout le monde ignore ses actions. Et en plus une super série à lire qui va durer jusqu'au reboot des New 52 où tout sera compliqué pour Booster car il y a 2 Booster Gold. Il y a le nouveau Booster, qui a été rebooté et reparti de zéro, et il y a l'ancien, qui est à peu près le seul à avoir réussi à éviter le reboot en se réfugiant au Vanishing Point, le point où le temps n'a pas de prise. Ainsi, on va voir les 2 personnages, le nouveau qui va faire partie d'une courte version de la Justice League internationale, au tout début des New 52, et le deuxième qui arrive parfois pour nous dire que les New 52 c'est pas bien, et notamment le fait que Superman et Wonder Woman sortent ensemble. Non, je vous jure, la scène c'est Booster arrive, il les voit s'embrasser sur un écran et dit que c'est impossible. Bref, les 2 Booster Gold se rencontrent pendant Convergence, l'ancien devient un personnage temporel nommé Wave Rider et le nouveau reste dans le coin, sans les responsabilités et le sens de l'héroïsme que l'ancien avait acquis. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que je préfère, on a un Booster Gold assez peu sérieux et surtout très abruti, qui se balade actuellement dans l'univers DC au point qu'on peut le suspecter de meurtre, et le voir mettre en danger le continuum espace-temps pour n'importe quelle raison, que ce soit pour faire un cadeau de mariage à Batman ou en annulant la météorite qui a tué les dinosaures. Et l'ancien Booster me manque, je l'avoue. Je trouve l'évolution du personnage jusqu'à avant les New 52 tellement belle et bien faite que je suis un peu nostalgique de ce Booster, qui me manque. Mais je sais que le nouveau a les graines qu'il faut pour pouvoir le redevenir, il va juste falloir lui laisser ce qui le caractérise, du temps. Et c'est pour ça que Booster Gold est mon second super-héros préféré à la 2e place de Stop. Et maintenant, avant le premier que tout le monde qui me connaît un tant soit peu avait grillé dès le départ, quelques mentions honorables sans ordre particulier. Crypto le super chien et Streaky le super chat, car on adore tous nos animaux, surtout avec des super pouvoirs. Alan Scott, le premier Green Lantern, et surtout le seul qui arrive à faire cohabiter le violet et le rouge. Oracle, alias Barbara Gordon, pour sa capacité à surmonter les difficultés et son rôle essentiel auprès des autres héros. Icon et Rocket, 2 personnages de l'univers Milestone qui sont chacun les Superman et le Robin de leur univers. Robotman de la Doom Patrol, qui est un peu l'équivalent de Ben Grimm, la chose, dans l'univers DC.
Métamorpho pour un pouvoir et un look assez incroyable, Starman pour une série de James Robinson qui est extraordinaire, Animal Man pour un pouvoir que je kiffe et de bonnes séries. Numéro 1, Captain Marvel. Il est grand, il est rouge, il a un éclair jaune sur sa poitrine, mais ce n'est pas Flash, c'est Captain Marvel, alias Shazam, créé en 1939 par C.C. Beck et Bill Parker. C'est mon super-héros préféré ever. Le jeune Billy Batson, qui survit dans la rue en vendant des journaux à la sauvette, se trouve attiré dans un espace magique dans le métro, où vit un vieux sorcier nommé Shazam, qui lui dit qu'après avoir observé tous les mortels du monde, c'est lui qui a le plus de chances de faire le bien avec ses pouvoirs. Attention, c'est pas une prophétie, on a regardé tout le monde et t'es celui qui a le moins de chances de merder. Je trouve que c'est important. Et bref, ainsi, en hurlant le nom du sorcier Shazam, Billy Batson est remplacé par quelqu'un d'autre, le Captain Marvel, un être surpuissant et magique qui est l'incarnation des pouvoirs de plusieurs dieux ou êtres immortels. Il a la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Et comme c'est bien fait, Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure, ça nous fait Shazam. C'est aussi comme ça que Billy Batson et le Captain, qui sont deux entités bien séparées, deux êtres distincts, échangent leur place quand la formule est prononcée. Et ça, j'insiste pour deux raisons que j'adore. C'est Captain Marvel qui a inventé ce principe, du super-héros qui se transforme, et j'aime bien, ça a donné plein de personnages, passant de Thor, même au Captain Marvel de Marvel au tout début, et j'aime bien quand on donne les origines des choses aux bonnes personnes. Et deux, parce que ça crée le système du duo qui doit travailler ensemble, et si on a rarement des conflits entre Billy Batson et Captain Marvel, ça arrive parfois et ça donne du bon drama. Captain Marvel a très vite été rejoint par une flopée de personnages, comme sa sœur, Mary Marvel, son ami Freddie Freeman, aussi appelé Captain Marvel Jr., le tigre parlant Toki Tony, l'oncle Dudley, les lieutenants Marvel, le lapin Hoppy, et plein d'autres encore. Et encore, là, je ne parle que des héros, la partie vilain est aussi très fournie avec le docteur Sivana, Mr. Mind, Black Adam, le robot Mr. Atom, Ibak, King Cool, Hogar, et même le terrifiant Mr. Banjo. Bon ok, je suis pas tout à fait sûr pour le dernier, en tout cas qu'il soit terrifiant, mais ça fait tout un univers qui vit autour de ce personnage, un univers foisonnant et passionnant. Et tout ça en dehors de DC Comics. Car oui, le personnage est la création la plus populaire de l'éditeur Fawcett Comics, et si l'on en croit les chiffres qui nous restent, vendait même plus de numéros que Superman lui-même pendant l'âge d'or. Captain Marvel était l'ennemi à abattre pour le DC de l'époque, et la compagnie aux deux lettres ont fait des procès à répétition pour tenter de prouver que Captain Marvel était une copie de Superman. Malheureusement, après un premier procès où Fawcett a gagné, et un deuxième où Fawcett a dû faire appel, et une procédure que DC a fait durer le plus longtemps possible, nous sommes arrivés au début des années 50, et les super-héros sont passés de mode. Et Fawcett, plutôt que de continuer à aligner les billets face à la machine qui est encore DC Comics, préfère abandonner la bataille. Et faisons que la dernière histoire du personnage est publiée en 1953. Avec les trois personnages principaux qui disparaissent de la réalité, laissant une note amère en bouche. Mais comme on est dans l'âge où tout le monde s'en fout des super-héros, tout le monde s'en est foutu. Et pourtant, j'adore les histoires de l'époque de Fawcett. Je les trouve incroyablement inventives et drôles. Les concepts inventés par Otto Binder sur le personnage tiendront du génie. Otto Binder qui a carrément écrit pratiquement la moitié des histoires du personnage. Tandis que les séries annexes, comme Mary Marvel ou Captain Marvel Jr., sont elles aussi d'une grande qualité, avec Captain Marvel Jr. qui a une qualité de dessin pour l'époque qui est assez incroyable, et Mary Marvel qui a un titre juste très très drôle. Il est génial. Et donc le personnage n'est plus publié, mais son aura reste, le nom reste. Du coup, une version pirate aura lieu en Angleterre, qui donnera par la suite Miracle Man, dans les années 80 avec Alan Moore. Un autre Captain Marvel, qui peut séparer ses membres, naîtra chez la MF Enterprise, avec qui la maison d'édition Marvel s'entendra après un autre procès pour utiliser le nom Captain Marvel. Et quand DC finalement s'entend avec ce qui reste de Fawcett dans les années 70 pour republier
le Captain Marvel originel, il est trop tard, ils n'ont plus le trademark du titre Captain Marvel. Ce qui signifie juste qu'ils ne peuvent pas utiliser ce nom-là sur les couvertures. Qu'à cela ne tienne, on l'appelle à l'intérieur Captain Marvel comme d'habitude, et le titre devient juste la formule magique Shazam. Et c'est pour ça qu'il y a toujours le point d'exclamation à la fin, pour signifier qu'il s'agit d'un cri, et non pas d'un nom. DC va donc commencer par faire une reprise dans l'esprit des aventures de 1953, comme si jamais le temps n'avait pas eu de prise sur ce personnage. Mais les temps, eux, ont changé, les lecteurs aussi, et du coup, le personnage va progressivement évoluer pour devenir plus moderne, tout en gardant ses caractéristiques principales. Il vivra ses aventures sur une Terre séparée du reste de l'univers DC, Terre 5 ou Terre S, selon la graphie, et il vivra tranquillement jusqu'à Crisis on Infinite Earths, où il se verra mélanger avec tous les autres héros de l'univers DC. Héros qu'il connaît bien, puisque lui et Superman, notamment, ont fait de nombreux crossovers par le passé, dès 1976 pour son crossover avec la Justice League. Ainsi, Captain Marvel obtient sa ville dans l'univers DC, Fawcett City en l'honneur de l'ancien éditeur, et se mélangera joyeusement à l'univers DC avec quelques apparitions dans la Justice League, ces vilains qui prennent de l'importance comme Sivana et Black Adam, et on va commencer à expliquer la jovialité du bon Captain comme un reste de l'innocence de Billy Batson, commençant déjà à rapprocher un petit peu les deux. Il y aura de nombreux projets d'écrire sur le personnage, mais qui ne verront pas le jour, comme les versions de Roy Thomas et de John Byrne, et il faudra attendre 1994 et la série The Power of Shazam pour le voir revenir en grande forme et assez proche de la version Fawcett d'origine. Bien sûr, j'adore cette série également, qui durera jusqu'en 1999. C'est surtout le vilain Black Adam qui se paiera une visibilité de ouf en rejoignant la Justice Society dans les années 2000, même si Captain Marvel a le droit à un crossover avec Superman et une place importante dans l'histoire liée à Infinite Crisis, Jour de Vengeance, où il combattra toute la puissance du spectre contrôlé par Eclipso et finira par devoir reprendre le rôle du sorcier Shazam au centre du rocher d'éternité. Il devient alors simplement Marvel, donne son rôle de gardien à Freddie Freeman, qui lui devient le super-héros nommé Shazam. Oui, parce que le sorcier est mort, donc ça y est, il peut prendre le nom. C'est une bonne façon, à mon sens, de changer le nom du personnage et de le faire coller au nom du titre. Changer Billy Batson, le mettre dans le rôle du gardien, cheveux blancs compris, et utiliser l'ancien Captain Marvel Jr. pour devenir ce nouveau gardien. C'est en 2011, à mon avis, que ça se barre en sbeul. Quand DC reboot son univers dans les New 52, décide de récupérer Billy Batson dans le rôle, mais de garder le nom de Shazam pour le héros, en gardant aussi un sorcier qui s'appelle aussi Shazam, et en décidant de rendre le caractère du héros et de l'enfant exactement le même, ce qui est assez loin de l'idée de base. Je vais pas le cacher, j'ai beaucoup de mal avec cette version, principalement parce que je suis très attaché à ce petit principe de pouvoir qui s'appelle la sagesse de Salomon, et que celle-ci ne brillait pas beaucoup avec cette réinvention. On m'avait fait la remarque que c'était assez logique pour un enfant, mais figurez-vous qu'il existe aussi des enfants timides et assez réfléchis pour leur âge. Je le sais, j'en étais un, et je me reconnais beaucoup dans le Billy Batson original, qui a toujours un brin de sagesse en lui, sans doute trop pour un enfant, mais c'est aussi ce qu'on me disait pour moi. Du coup, je trouve que des gamins qui font ce qu'ils veulent, qui font toutes les conneries, on en a déjà pas mal, mais des gamins contraints par la vie, qui vivent à la rue et tout, on n'en a pas beaucoup. D'où mon attachement, je pense. Néanmoins, je trouve que la nouvelle version du personnage a su rattraper un peu le rat du personnage de base. D'abord avec la deuxième série de Geoff Jones, qui était beaucoup mieux, puis la version de Mark Waid et Josie Campbell. J'ai retrouvé mon personnage préféré et ça fait diablement plaisir. Et ce, peu importe son nom, finalement. Captain Marvel, Shazam ou simplement le Captain comme actuellement, je veux surtout retrouver l'esprit d'aventure et d'émerveillement qui accompagne le personnage depuis 1939. Tout simplement. Parce que j'adore ce personnage et l'esprit qui l'entoure, et c'est pour ça qu'il est à la première place de Stop. Et voilà, c'est la fin de ce top 52 des héros et héroïnes de DC Comics. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi, ça fait quelques heures d'explications sur les différents personnages. J'espère que cela vous a diverti et appris des choses. Merci à mon ami Wolf in Motion d'avoir accepté de faire les voix entre chaque personnage, cela m'a évité de devenir fou à force de m'entendre que ma voix pendant que je faisais le montage, et en plus il donne un peu de classe à tout ce classement. Et merci aussi à vous qui avez regardé ces vidéos, avez commenté, avez laissé un pouce ou même juste regardé un bout, vous m'avez fait plaisir. Sur ce, une bonne journée,
Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne ou d'autres podcasts sur le net. Ciao! Dans le métro, où vit un vieux nomier... un vieux sorcier nommé, pas un vieux nommé. Un vieux nomier. C'est comme un pommier, mais avec des noms.